avril 1994, au Rwanda, il y a eu attentat. 2 chefs d'État africains ont été tués. Le lendemain, c'était un grand massacre qui a conduit le Rwanda au génocide que nous tous, nous connaissons. Un génocide très bien planifié par l'Occident et ses complices. La Belgique, les États-Unis et la France savent de quoi je parle. Savez-vous ce qu'ils mettent dans cette histoire-là? Un tribunal a été installé. Parle-lui bien sûr. Au début du procès. Et tout ce qui est tout autour de ce séjour. Bonsoir, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney, et bienvenue au studio de Radio Moui. Bonsoir, président Aloïse. Je suis heureux ce soir de vous accueillir parce que le président Paul Kagame qui va se rendre à Paris, c'est pas quelque chose d'anodin, surtout que ça fait plusieurs mois, une année et demie, si je ne me trompe pas, qui n'apparaît pas en public, qui ne fait pas de voyage officiel et de voyage à l'étranger, qu'il est devenu très rare sur les écrans. Ce voyage donc, vient dans un cadre tout à fait particulier. Est-ce qu'on peut dire qu'il est de retour dans les affaires? Est-ce qu'il veut faire oublier ce qu'il vient de subir parce qu'il s'apprêtait à accueillir le CHOGM, le sommet du Commonwealth, qui finalement a été reporté, sine-die. Est-ce qu'il est de retour, ambassadeur Ndayishimiye Jean-Marie Vianney? Est-ce qu'on peut dire qu'il est de retour? Pourquoi à Paris? Écoutez, moi je n'ai jamais pensé qu'il soit absent pendant toute cette période. Il était occupé à autre chose, ou alors il était souffrant, mais je n'ai personnellement jamais cru qu'il soit mort comme ça, en douce, et qu'on n'en parle jamais. Comme certains l'ont dit, et ils ont leur source, ils ont leur raison de l'avoir dit. Ce que je sais, c'est que ça a eu un grand impact sur le comportement de l'intéressé lui-même. Vous savez, quand on dit que vous êtes mort pendant 1 an, que vous n'avez pas la force de vous montrer, que vous restez dans votre coin sans que personne ne sache ce que vous y faites, y compris même des proches, parce qu'on a essayé de s'informer, de se renseigner auprès de certaines personnalités du Rwanda. Tout le monde disait, on ne sait rien. On ne sait pas où est notre président. Et donc, ça doit faire à sa place. Je n'aurais pas aimé qu'on me déclare mort et que je sois incapable ou impuissant devant ces annonces, surtout qui arrivaient à flot. Mais voilà que notre président n'est pas mort, et tant mieux. Il doit faire face à ses obligations multiples et surtout à ses responsabilités devant l'histoire. Donc pour moi, le président est là, il n'a jamais été absent. Je pense qu'il faisait des choses qu'on a vues et qu'on n'est pas prêt qu'on va voir. Je suppose qu'il élaborait des plans avec ses généraux. Je suppose qu'il manipulait l'opinion d'une certaine manière et qu'il a laissé faire. Donc, bienvenue, Monsieur le Président, à Paris. Bienvenue à Paris. Comme vous le dites, il arrive au moment où le sommet sur lequel le Rwanda avait compté, moi j'étais de ceux qui pensaient que ce sommet ne se tiendrait pas, même s'il n'y avait pas eu le Covid, parce que les pressions étaient nombreuses sur le United Kingdom, le Royaume-Uni, l'Angleterre, de la part de beaucoup d'organisations des droits de l'homme, toutes les ONG du monde avaient dit, écoutez, c'est une façon d'accorder le sauf-conduit à un criminel qui a massacré des millions de Rwandais, des millions de Congolais dans le passé et qui continue à harceler, à emprisonner, à tuer,
à kidnapper. Et donc, ce n'est pas que je sois content que le sommet ne se tienne pas dans mon pays, mais c'était un sommet de Kagame, ce n'était pas un sommet du Rwanda. De toute façon, on va en reparler. Ce n'est pas un sommet annulé, c'est juste un report. Alors, autre chose, c'est quand même que Kagame arrive au moment où on pensait que le président Macron, lui, au contraire, devait se rendre au Rwanda le premier, avant que son homologue rwandais ne vienne. Là, ça veut dire qu'il y a quand même une explication. Bien sûr, c'est une réunion internationale à laquelle il va assister. Hein. Si vous avez le titre exact de la rencontre, Aloïse, vous pourrez nous donner l'intitulé de la réunion. Je vais le faire tout de suite. Mais tout en parlant justement de ce séjour, moi je dis, faudra-t-il encore qu'il y vienne à Paris, parce que moi je suis curieux de savoir comment à Paris fait tout un, en tout cas, garde secret ce séjour. Je me suis demandé, est-ce que les journaux, les télévisions à Paris, en France, est-ce qu'ils parlent de ces sommets, de ces chefs qui viendront? Parce que moi, j'ai pas eu écho. Est-ce qu'ils en parlent à Paris? Vous savez, nous sommes à une semaine de cette réunion, de ce sommet, et la France a fort à faire avec le Covid. Je pense que c'est la priorité des priorités. Sinon, le passage des chefs d'État, il y en a eu déjà la semaine dernière, il y en a eu avant, il y a eu Tshisekedi qui est passé. La presse, aussi bien écrite que les télévisions, en ont fait état, bien sûr, mais de manière assez limitée quand même. Alors que nous parlons de la RDC, même si le Rwanda occupe depuis une vingtaine d'années, les 30 dernières années, une place prépondérante au sein de l'opinion et de la presse française. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a une certaine presse qui en a parlé. Il y a notamment le magazine Jeune Afrique, dont vous connaissez les liens avec le Rwanda, avec le gouvernement de Kagame. Jeune Afrique a un contrat de communication, c'est comme ça qu'on l'appelle, avec le Rwanda. Et Jeune Afrique a annoncé cette arrivée. Donc, c'est très probablement que Jeune Afrique est informé, qu'ils ont tous les éléments, qu'ils ont été missionnés pour le faire. Mais il y a aussi d'autres journaux, des journalistes comme Malagardis, de Libération, et d'autres, qui sont au fait de tout ce que fait Kagame et qui reçoivent les informations de première main, quoi, de Kigali, parce qu'ils ont des relations très spéciales avec le gouvernement rwandais. Et donc, disons, partons sur le supposé que le président Kagame sera à Paris le 17. Parce que c'est bien le 17, même si les affaires... Oui, le 17 et le 18, c'est ce que dit donc le magazine Jeune Afrique, dans son numéro qui est paru le 6 mai. Donc, c'est, comme vous dites, ils ont des contrats avec Kigali, ils sont chaque fois en avance sur d'autres journaux, d'autres médias. Et c'est donc Jeune Afrique qui nous l'a appris. Donc, qu'il sera à Paris le 18 et le 17 et le 18, ça veut dire lundi et mardi de la semaine prochaine. C'est tout proche. Donc, le magazine Jeune Afrique disait que il participe. Il faut que j'utilise le mot qu'ils ont utilisé. Il assistera à 2 sommets qui sont prévus donc à ces 2 dates à Paris. Le premier qui sera centré sur la situation au Soudan. Pourquoi le Soudan? Bon, c'est un sommet, ils ont sûrement leur raison de pouvoir penser ou réfléchir sur la situation au Soudan. Le deuxième sommet du 18 sera, lui, centré sur le financement des économies africaines. Donc, avec le Covid, les économies africaines qui se sont effondrées, il y aura beaucoup de gens, notamment, entre autres, du G7, du G20. Donc, il semble que ce sera un grand sommet
qui va réfléchir sur comment essayer de soutenir les économies africaines frappées par le Covid-19. Voilà donc ces deux sommets, ces deux rencontres, mais ce sont des rencontres formelles. Mais il est prévu une rencontre informelle, toujours selon le magazine Jeune Afrique, que le président Paul Kagame rencontrera les militaires, les chefs militaires qui auraient servi au Rwanda à une époque, donc, notamment ceux qui ont servi dans l'opération turquoise et même dans d'autres opérations. Alors, c'est une rencontre informelle, on ne connaît pas, on ne parle pas beaucoup de l'objet de leur discussion, de leur rencontre, mais bon, j'espère que nous en saurons un peu plus plus tard. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, Kagame à Paris, c'est quand même symbolique et c'est aussi historique d'après les relations proches précédentes de Kigali et Paris. Tout à fait, c'est très important dans les relations bilatérales entre la France et le Rwanda, même si ce n'est pas ce qui est mis en avant par les différentes annonces de Jeune Afrique et d'autres. Mais c'est vrai que c'est très significatif. Ça veut dire qu'il y a un vent nouveau, il y a une ouverture entre la France et le Rwanda, et tant mieux. Ce que je souhaite, c'est que seulement les deux chefs d'État, en tout cas Macron et Kagame, se parlent comme des adultes et se disent certaines vérités. C'est peut-être même, moi, ce qui m'a le plus étonné, que le président Macron choisisse plutôt que Kagame vienne, et pas l'inverse, parce que le débat en France, c'était que leur président allait se rendre pratiquement, non pas à l'invitation, presque à une convocation. Après le rapport du clerc, on disait le président va aller s'expliquer, présenter ses excuses, demander pardon. C'était ce qui lui était suggéré par plusieurs journalistes, plusieurs personnalités d'influence en France, jusqu'à même des anciens militaires, effectivement, comme vous l'avez dit. Alors, ce qui m'étonne par ailleurs, c'est le report d'un sommet prévu en juin. Juin, aujourd'hui, nous sommes en mai. On dit que ce sera complètement déconfiné. Alors qu'on est encore en confinement, pratiquement, la France ouvre grandes les portes pour des chefs d'État étrangers et beaucoup de membres de leur délégation à Paris. J'espère vraiment que toutes les dispositions auront été prises pour que ça se passe dans des conditions sanitaires maximum, idéales. Mais c'est intriguant que d'un côté, le sommet du Commonwealth soit annulé, alors qu'on félicite le Rwanda pour avoir agi, pour avoir combattu le Covid, pour avoir installé, si vous voulez, pour avoir créé des conditions pour l'organisation de ce sommet et d'autres événements. Donc, on suspend ou on reporte ce sommet pour des raisons sanitaires. Et en même temps, à Paris, la France, qui est quand même un des pays les plus frappés par le Covid, on dit à Kagame de venir et il vient. Il y a quelque chose de pas tout à fait normal. Les chefs d'État ont le droit de se mettre en danger et d'aller mettre en danger sanitairement leurs homologues, alors que le peuple rwandais est encore enfermé, confiné, alors que même des généraux sont en prison pour avoir, soi-disant, violé les règles sanitaires du Covid, imposées par le Covid. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Moi, je pensais que les deux chefs d'État pourraient attendre que la période de confinement passe, que le Covid soit enfin vaincu pour commencer à faire ces sommets. Ceci dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je pense que parmi les obligations que le président Kagame aura pendant son voyage, je suppose qu'il va aussi rendre une visite à la famille Béchir Ben Ahmed,
qui est décédé récemment, Béchine Beyamen, qui était quand même, dont la famille et Jeune Afrique, son œuvre en particulier, ont ouvert les portes de la France à Paul Kagame. Ça, c'est connu, c'est vraiment quelqu'un de très influent. Ben Ahmed était quelqu'un de très, très, très influent en France. Dans tous les domaines, dans tous les partis, auprès de tous les partis politiques français, je le sais, parce que à l'époque, moi aussi, il m'avait introduit auprès de certaines personnalités, y compris parmi les plus connus. Et j'imagine qu'après avoir changé de contrat de communication, il a dû faire la même chose pour le régime du FPR. Et donc, comme il est décédé, je suppose que le président Kagame quand même va rendre hommage, un hommage mérité en ce qui le concerne à l'ancien président directeur général de Jeune Afrique, dont je salue la mémoire parce que je l'ai bien connu quand même. Et quant à la France et le Rwanda, vous avez évoqué tout à l'heure la réception que le président donnera et le président Kagame donnera s'il vient à d'anciens militaires, à d'anciens officiers français. En fait, il ne faut pas que ceux qui nous suivent pensent que les officiers qui ont dirigé Turquoise et l'armée française va aller rencontrer Kagame. Ce n'est pas ça. D'après ce que j'ai compris, il s'agirait de quelques militaires français, quelques généraux, quelques colonels, quelques capitaines qui ont choisi de soutenir les hypothèses du rapport Duclerc, ou non, disons des associations qui accusent la France d'avoir contribué ou participé au génocide de 1994, ou d'avoir participé, d'après ce qu'ils disent, aux préparatifs. Je pense au général Varey, le général Varey qui était effectivement à Kigali, chargé de la coopération militaire. Je pense à d'autres qui n'est peut-être pas nécessaire de nommer ici, mais ce sera un groupe de quelques officiers. Ceux qui ont contribué à faire passer là aussi le message du FPR aussi bien avant 1994 que maintenant. Ils sont connus, mais ça ne représente vraiment pas, ça n'a aucune forme d'importance par rapport au reste de l'armée française, qui soutient les officiers de Turquoise, qui soutient l'opération Turquoise, dont la ministre, Mme Parly, soutient absolument l'action de Turquoise et a salué l'action de cette opération. Donc, ce n'est pas dramatique si le président Kagame rencontre quelques officiers français. Il y en a toujours comme ça. Je crois que vous avez raison parce que on sait qui n'aime pas rencontrer ceux qui ne sont pas dans son camp. Ça, c'est connu. Celui qui n'est pas avec lui, il évite tout le temps. Il va même plus loin s'il peut le chasser ou s'il peut lui faire du mal, il le fait. Ça, c'est son modus operandi. Donc, c'est vrai ce que vous dites. Ça étonnerait s'il pouvait rencontrer les militaires qui pouvaient lui dire la vérité sur ce qui s'est passé. Donc, certainement qu'il va rencontrer ceux qui lui diront, voilà, vous êtes un grand, vous êtes bien. Vous avez arrêté le génocide, notre armée a contribué à arrêter le génocide. Cela, il ne va pas les recevoir. Il ne peut pas accepter de discuter avec les officiers qui ont conduit l'opération Turquoise, par exemple. Parce qu'ils vont lui dire, Monsieur le Président, vous n'avez pas raison. Eh bien, nous, notre armée, l'opération Turquoise n'a jamais participé aux atrocités dont vous parlez tout le temps. Et il n'aime pas qu'on lui dise cela. Donc, je suppose que, connaissant les officiers dont nous parlons, je ne pense pas qu'ils soient empressés, qu'ils s'empressent pour aller rencontrer Paul Kagame, qui les a traités de tous les noms pendant toutes ces années. Non pas qu'ils soient, vous savez, chacun a son amour propre. Mais quand on vous traite de complice du génocide pendant 27 ans, c'est bien 27 ans, on est aujourd'hui 27 ans après,
eh bien, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous irez rencontrer cette personne, à moins qu'elle n'ait au préalable retiré ses accusations. Donc, j'imagine que c'est ceux qui sont d'accord avec Kagame, ceux qui attendent peut-être des choses. Hein. Vous savez, il y en a qui défilent déjà au Rwanda et qui reviennent transformés. Ceux-là, ils vont avoir l'honneur, ils vont se féliciter d'avoir rencontré un grand chef d'État, entre guillemets. Ils vont lui servir des moyens de communication, hein, pour essayer d'engranger quelques points auprès de l'opinion française. Mais si l'on regarde donc les trois objectifs de son séjour, du moins ceux qui sont connus, parce qu'il y a certainement d'autres qui sont pas encore connus, qui ne seront peut-être même pas connus. Mais si l'on regarde les trois objectifs, à savoir la situation au Soudan au sommet, et puis le sommet du 18, sommet qui est quand même important, et puis la rencontre avec les militaires. Mais je pense que, connaissant la situation au Rwanda, ce qui l'a motivé pour venir, je peux peut-être me tromper, mais c'est l'état des finances de son pays. Les rapports récents du FMI ont démontré que le Rwanda avait des dettes incroyables de 7,1, de 71% du PIB. C'est un pays qui est pris à la gorge, qui peut à peine, parce que ces dettes, ils doivent les payer. Les intérêts s'accumulent. Alors, connaissant justement la situation au Rwanda, une situation particulière, parce que c'est le pays qui était le plus endetté, même avant le Covid. Des aides, on n'en parle pas. Ils les recevaient. Bon, vous savez, c'est un pays qui se reconstruit après le génocide. Chaque donateur s'empresse à faire quelque chose. Mais au-delà de ces aides, il y avait vraiment un abus de ces autorités, un abus des endettements. Le FMI s'en est plaint. Et je pense que ça pourrait être la raison majeure, vraiment, parce que je peux peut-être vous partager le sommet qui sera donc le 18. Il y aura des présidents africains, dont Ouattara, Tshisekedi, Kagame, comme vous le voyez, et d'autres. Donc, ce sera un sommet qui parlera sur les économies africaines. Comment surmonter la crise provoquée par la pandémie du Covid-19. Le président Kagame ne pouvait pas rater cette occasion. Et puis de se montrer, parce que ça faisait longtemps qu'il avait été visible. Et puis, il y aura aussi d'autres présidents. Hein. Voilà, ce sommet, je pense que c'est l'objet principal. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie Vianney? Et vous avez bien expliqué quel peut être l'objectif réel de cette visite. Le président Kagame, comme il l'a toujours dit, il aime être en place d'honneur, c'est-à-dire partout où il y a des réunions comme ça, il ne peut pas manquer. Mais comme vous l'avez vu aussi, il s'agit d'inviter les chefs d'État les plus puissants d'Afrique, des pays puissants d'Afrique, la Côte d'Ivoire, la RDC et le Grand Rwanda. C'est formidable.
Mais je crois qu'il y a autre chose. Je pense que le président Macron et Kagame se sont arrangés pour que, peut-être pour reporter au plus tard possible la visite de Macron à Kigali. Comme ça, d'une pierre deux coups, il se voit à Paris, il lui donne de l'argent, Kagame rentre content, il l'aide à baliser peut-être les futures relations entre la RDC, Congo et le Rwanda, parce que tout n'est pas clair entre le Rwanda et la RDC. Tout n'est pas clair. Je pense que Kagame a compris que ces différentes incursions en RDC risquent de finir bientôt. Il a compris, même si certains pensent que le président Tshisekedi est en train de jouer avec le feu à l'est de la République démocratique du Congo, qu'il est en train de nommer des officiers peut-être proches de Kagame. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des changements en l'air. Le président Tshisekedi, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il a invité les pays riches, il invite tous ces pays qui avaient l'habitude de passer par la fenêtre pour aller piller les ressources du Congo, la fenêtre rwandaise, hein, pour aller piller dans l'est de la République. Il les invite à passer par la grande porte désormais. Et je crois que c'est la position la plus sensée qu'un chef d'État de RDC puisse prendre. Est-ce qu'il va tenir la promesse faite aux Congolais? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout pour arrêter cette complicité mais qui est réelle entre le Rwanda et ses grandes puissances qui saignent le Congo, qui massacrent ses populations? C'est à voir. Mais je crois que Kagame a compris que cela était un risque, hein. D'abord, qui fait que justement la crise financière dont vous parlez, c'est un peu ça aussi. Parce que les choses deviennent plus transparentes. La société civile congolaise à l'Est est vigilante. Elle dit tout ce qu'elle voit. Ils arrêtent des Rwandais qui s'infiltrent au Congo. Et je pense que Kagame veut, en utilisant la réunion de Paris, veut essayer d'avoir la France de son côté. D'un, parce que le Commonwealth ne joue pas son jeu comme il l'aurait pensé, mais il veut peut-être avoir la France de son côté, sachant que la dernière visite de Félix Tshisekedi à Paris a connu quand même un certain succès, même si on ne nous l'a pas dit. Mais il paraîtrait que la France essaie aussi de changer d'orientation par rapport à la région des Grands Lacs. Excusez-moi, il fait un peu froid. Et donc, d'après vous, si j'ai bien compris, le sommet, il sera africain, mais certainement qu'en dessous, le Congo et ses richesses seront quand même un enjeu non déclaré peut-être, mais de ce sommet. Évidemment, avec la couverture que la contrepartie, c'est qu'on va aider à surmonter la crise du Covid-19. Mais en dessous, le Congo et ses richesses seront, disons, l'objet non déclaré. Un des aspects, en fait, c'est une réunion multicarte hein, pour le président Kagame. Il va en profiter aussi, sans doute, pour avoir le soutien du président Alassane Ouattara, qui est un grand ami de la France, qui est très proche d'Emmanuel Macron. Tshisekedi, il est quand même président en exercice de l'Union africaine. Donc, tous ces gens-là, je suppose que Kagame il va essayer d'utiliser leur proximité pour faire passer des choses qu'il n'a pas pu faire dans le passé, dans les jours récents. Donc, ce n'est pas que pour la France qu'il vient, ce n'est pas que pour ces réunions, pour essayer de remplir un peu ses caisses. Non, il vient pour un objectif stratégique pour les Grands Lacs. Vous remarquerez que pour la région des Grands Lacs, il n'y a que Kagame et Tshisekedi peut-être. On ne nous a pas dit si les autres chefs d'État viendraient. On ne nous a toujours pas dit à ce jour quelles sont les relations de la France entre la France et le Rwanda s'agissant de la République centrafricaine. On ne nous a toujours pas dit qui paye la facture.
On nous dit que c'est la Centrafrique. Est-ce que la Centrafrique est capable de payer d'abord l'envoi et le séjour des troupes rwandaises en Centrafrique? Est-ce que l'Ouganda en est capable? Il faut peut-être se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui paye. Est-ce que c'est la France? Est-ce que la France et le Rwanda sont dans le même camp s'agissant de la Centrafrique? Donc, il y a beaucoup de questions à régler. Et vous savez, on n'est pas dans le secret des dieux, mais... Puisque vous êtes là, monsieur l'ambassadeur, ce qui m'a étonné, c'est que le sommet donc, de la journée précédente aura pour objet la situation au Soudan, plutôt que moi, je m'attendais à ce que les pays comme le Tchad, les pays comme la Centrafrique retenaient beaucoup plus d'attention. Donc, c'était une situation qui retient beaucoup plus d'attention que la situation au Soudan. Ça m'a étonné. C'est exactement ce que je pense aussi. Hein. Il y a le Tchad qui vient de perdre son chef d'État, le président Idriss Déby, avec tout ce qui suit, la prise en main du pouvoir par les militaires, le fils Déby. Après tout, il y a encore la rébellion, même si elle a été suffisamment matée par les troupes tchadiennes. Mais il y a encore crise. Il y a une crise là-bas. Il y a la Centrafrique où il y a encore la guerre. Même si là aussi, il y a une sorte d'évolution. Mais c'est vraiment étonnant qu'on nous sorte la carte soudanaise à Paris. Pourquoi le Soudan et pourquoi Paris? Alors qu'il y a d'autres sujets d'intérêt très, très français, très hexagone. Hein, comme on dit, il y a des sujets qui intéresseraient plus l'hexagone que le Soudan. Mais est-ce que ce n'est pas l'initiative du président Tshisekedi? Pourquoi il n'organise pas ce sommet ailleurs s'il s'agit d'une initiative de l'Union africaine? Pourquoi Paris? Est-ce que c'est un sommet qu'ils ont initié, le président Tshisekedi et le président Macron? Tout ça, on va le savoir. On aura des discours, on va les écouter, on va essayer de scruter ce qui se cache derrière. On va faire des analyses, on va se renseigner auprès de ceux qui participeront à ces sommets. Et puis, il y a, en ce qui nous concerne, nous, Rwandais, on n'est pas aveugles. On sait que Kagame veut à tout prix, il va mettre tous les moyens qu'on nous a assurés pour réduire ce qu'ils appellent l'opposition à Kagame en France. Vous savez, il y a déjà eu beaucoup de gens qui sont arrivés en France pour préparer ce sommet et on nous a signalé que c'était des escadrons, ceux qui sont habitués à aller déstabiliser la diaspora rwandaise partout dans le monde. Ces gens sont déjà en France pour certains ou alors dans les pays voisins. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ne rentreront pas à Kigali, nous le savons aussi. Il y en a qui vont rester derrière pour faire ce qu'ils font partout où ils passent. Et donc là, j'imagine que les autorités françaises sont assez vigilantes. Hein. Nous, Rwandais de France, nous ne comptons pas laisser passer cet événement sans le fêter comme il se doit. On m'a signalé aussi que les Congolais de Paris, d'ailleurs, vont organiser une manifestation. En tout cas, la communauté rwandaise va le faire. Une manifestation pour décrier et condamner les... voilà, c'est ça l'annonce. Hein. Ça, c'est l'annonce des Rwandais ou des Congolais, je ne sais plus. Parce qu'il y en a plusieurs. Effectivement, c'est une annonce des Congolais, de la communauté congolaise. Il y en a une autre en Europe. Une autre aussi qui est sortie, qui prévoit et qui appelle les Rwandais à participer à cette manifestation. On n'a pas encore donné. Mais pour les Congolais, c'est connu. Ça se passera à la Bourse, à la place de la Bourse, à Paris, en centre de Paris. Pour les Rwandais, ce n'est pas encore annoncé. Mais on va peut-être l'annoncer quelques jours avant. Parce que, vous savez, le Rwanda est considéré comme un pays sous protection. Le président Kagame n'aime pas qu'on aille là où il est. Il ne veut pas qu'on lui jette des œufs. Il veut pas qu'on... Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais en tout cas, on va se manifester d'une certaine manière pour dire au monde ce que nous pensons de notre cher président. Oui, effectivement. Les Rwandais aussi, ils vont manifester. Ils ont
J'ai vu les affiches. Mais c'est ça. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas tous y aller de toute façon parce que nous sommes toujours en situation de confinement, il y a d'autres problèmes. Mais les Parisiens, ceux qui le peuvent, vont y aller. Et je pense que leur présence sera assez nombreuse et conséquente. Voilà, donc ça sera un sommet dans un sommet. Il y aura des manifestants qui vont se plaindre. Bon, on le voit sur les affiches de la dictature du président Kagame. Je me demande ce qu'il ressent quand il voit qu'il est le seul à être décrié parmi ses collègues et ce que pense la France, surtout la France. Croyez-vous que ça va jouer un rôle dans les relations? La France va fermer les yeux comme si elle n'avait rien vu? Non, la France ne peut pas fermer les yeux, mais la France ne peut pas non plus mettre en place sa politique de reprise de relations avec le Rwanda en fonction des manifestations, ça c'est sûr. Mais c'est un, si je peux dire, c'est un clin d'œil. C'est un clin d'œil. Si on laisse l'opposition rwandaise en France organiser une manifestation, c'est pour montrer en même temps que la France est un pays de liberté, que c'est un pays où les étrangers ou les binationaux français peuvent avoir bénéficié du droit à l'expression, de la liberté d'expression et de la liberté de s'organiser en conséquence. Donc c'est déjà quelque chose. Bon, ça c'est pour les politiques, mais les Français eux-mêmes, les Français ordinaires qui vont voir les rues de Paris, de leur capitale, envahies par les manifestants contre un visiteur comme ça, indésirable, ça va quand même laisser quelque chose dans leur mémoire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Même si, vous savez, l'action, le fait même de manifester, ce n'est pas nécessairement le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on fait après. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Rappelez-vous les manifestations qui avaient lieu à Londres, à Ottawa, à Montréal. À l'époque, ça a eu un impact mondial. Ou alors en Hollande, hein, rappelez-vous. Ceci dit, notre président a d'autres soucis. On ne va pas trop lui compliquer la tâche. On ne va pas lui compliquer la tâche, il a beaucoup de soucis. Tout ce que nous lui souhaitons, c'est quand même de réfléchir à ce qu'il fait à notre peuple. De se dire que ce qui arrive à Idriss Déby peut lui arriver un jour. Je ne parle pas du fait de le tuer, non. De quitter le pouvoir dans des conditions dramatiques. Kagame le sait, Kagame n'est pas... c'est un homme, je pense, intelligent, contrairement à ce qu'on pense. S'il ne l'avait pas été, il ne serait encore pas au pouvoir. Il ne serait plus au pouvoir. Il ne serait plus au pouvoir avec tout ce qu'il a fait, aussi bien contre les Rwandais que contre les pays voisins. S'il parvient à manœuvrer comme ça, c'est qu'il a quelque chose, un secret de l'ingénuité qu'il cache aux autres. Pendant que ses troupes massacrent des Congolais, des Burundais, même des Ougandais de temps en temps, il vient à Paris et on le reçoit comme un roi. Est-ce que la France est consciente que, ce faisant, elle est en train de se mettre les autres pays à dos? Il y a un autre élément qu'on n'a pas peut-être abordé, c'est l'importance des lobbies. L'importance des lobbies, chefs d'entreprise connus ou encore moins connus. Je pense par exemple au groupe Bolloré, hein, qui soutient beaucoup le président Kagame. Ça se sait, on ne va pas nous raconter des histoires, nous le savons. Il y a l'ancien président Sarkozy qui vient du Rwanda, qui a été, je pense, à plusieurs reprises, qui a fêté son anniversaire à Kigali. Il a fait des sorties médiatiques pour demander au président Macron d'aller demander pardon au Rwanda. Lui qui ne l'a pas fait pendant qu'il était chef d'État en France, rappelez-vous, il est allé au Rwanda, il a parlé d'erreurs d'appréciation. Erreur d'appréciation, c'est pas grave. Tout le monde
peut faire des erreurs d'appréciation, surtout à l'égard d'un pays qu'on connaît mal. Sarkozy était ministre en 1994. Sarkozy a beaucoup parlé de turquoise. Sarkozy a loué et vanté les mérites de turquoise. Il s'est félicité devant l'opinion nationale et internationale pour dire que turquoise avait fait un travail formidable, que turquoise avait mis fin au génocide dans la zone qui lui était confiée. Il ne peut pas aujourd'hui demander à son successeur, Macron, d'aller dire le contraire. Et c'est là que tout devient obscur. Décidément, ceux d'en haut, là, les chefs d'État, ils ont des secrets. Mais le président Sarkozy ne peut pas avoir gardé le silence depuis 1994, avoir loué la bravoure, le courage des soldats de turquoise, avoir à plusieurs reprises loué le travail fait par la France au Rwanda, lui qui était chef d'État, qui avait accès à toutes ces archives qu'on est en train aujourd'hui de donner un petit feu à ces historiens ou autres, parce qu'on ne va pas me dire que le président Sarkozy n'y avait pas accès. Il était dans le gouvernement à l'époque de Mitterrand. Ensuite, il a été ministre, il a été président de la République. Il n'a jamais rien fait, il n'a jamais demandé pardon au Rwanda. Et aujourd'hui, 27 ans après, il supplie presque son successeur d'aller le faire. Je trouve qu'il a pris beaucoup de responsabilités en faisant cela. Ça veut dire qu'il a caché des choses lui-même. S'il pense qu'il y a eu des responsabilités, s'il pense que la France a eu de quelconque responsabilité dans le génocide du Rwanda, il aurait dû le faire depuis longtemps. Il est en train, je pense, de demander à Macron de faire ce que lui n'a pas osé faire. Ça veut dire qu'il y a autre chose. Ce n'est pas basé sur la réalité, ce n'est pas basé sur la vérité. Ça veut dire qu'il y a d'autres motifs pour qu'il change aussi brusquement, qu'il change de chapeau, qu'il tienne un autre langage. Là où la veille, il protégeait les intérêts de la France et il disait la vérité de ce qui s'est vraiment passé pendant cette période, 90-94. Donc c'est ça, il faudra... Si vous le voulez bien, monsieur l'ambassadeur, attardons-nous un peu sur ce rapport franco-rwandais, parce que ce que vous venez de dire me laisse penser que l'annulation du voyage de Macron à Kigali ne peut pas être étranger ou étrangère à justement cette attente de Kigali que peut-être que la France ne savait pas offrir. Et que, une fois à Kigali, le président Macron aurait eu du mal à ne pas y faire quelque chose. Y aurait-il un rapport, d'après vous? Cela est possible, hein. En effet, moi aussi j'y ai pensé, parce que si le président avait prévu d'y aller d'abord en avril, et puis en mai, et voilà qu'en mai, c'est le président du Rwanda qui vient à Paris, il doit y avoir des raisons. Il doit y avoir des raisons. On a vu effectivement plusieurs personnalités françaises exiger presque que le président Macron demande pardon au Rwanda. Au moment où un rapport, le rapport Duclerc, qui était commandé par le même président, conclut qu'il n'y a pas eu de responsabilité de la France dans la guerre, dans ce qui s'est passé au Rwanda, dans le génocide. Pourquoi, dès lors, doit-il demander pardon? Et surtout, il faut voir, après la sortie du rapport Duclerc, quelques jours après, le rapport Muse sort. C'est bizarre quand même que les deux rapports aient été publiés ou diffusés pendant la même semaine, et que dans la même semaine, il y ait des contradictions entre ces deux. C'est très bizarre. C'est comme si Kagame avait tout orchestré pour dire, écoutez, laissons les Français faire. Quand leur rapport sortira, nous lancerons notre propre bombe. Et vous avez vu les journaux rwandais, Igihe, New Times et autres, ce qu'ils écrivent sur la France. Les personnalités françaises
pour Igihe, Bouchassa sont tous des complices du génocide. Vous avez vu avec quelle arrogance le ministre rwandais des Affaires étrangères parlait aux journalistes de France 24. Il disait, oui, vous savez, c'est vrai que dans ce rapport, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais attendez un tout petit peu, vous verrez. Comme si, à la rwandaise, hein, on promettait un bouleversement. Je crois qu'il y avait une sorte de technicage. Maintenant que ça fait partie du Larousse, je peux utiliser ce terme. Le Rwanda a dit, on va techniquer, on va les laisser sortir le rapport. Après, on les attaquera. De toute façon, le ministre l'a dit presque ouvertement. Il a dit, vous verrez, la France devra s'expliquer. Le président Macron a dû écouter tout cela. Les diplomates français ont dû entendre tout ça. C'est pas loyal de la part d'un partenaire avec lequel on veut se réconcilier, avec lequel on veut remettre les choses à plat, mais qui par ailleurs joue ce jeu de Muse et autres partenaires américains. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ce n'est pas mucho bis? Pourquoi le Rwanda est allé financer un rapport aux États-Unis auprès d'un groupe américain connu pour parfois ses rapports tendancieux? Parce que contrairement à ce qu'on pense, hein, les membres du Muse, ce n'est pas des experts du Rwanda, pas du tout. Et excusez-moi, d'après ce que j'ai entendu, les institutions ou les organes du Rwanda qui normalement gèrent les affaires en rapport avec le génocide et tout ce qui est autour, n'ont jamais été invités à donner leurs mots pendant la préparation de ce rapport qui s'est fait aux États-Unis. Il semblerait qu'ils n'ont pas été associés à écrire ce rapport. S'ils avaient été associés, certainement que les conclusions du rapport auraient été autres. S'ils avaient été associés, de toute façon, on l'aurait revu vers la fin, parce que si le rapport du clerc, qui est quand même visiblement content d'avoir réussi son coup, c'est-à-dire d'avoir mis la France en difficulté tout en la dédouanant, si ce rapport s'est arrêté là où il fallait, s'ils n'ont pas osé faire un pas de plus dans le mensonge, c'est que véritablement, il n'y a rien à cacher. C'est que véritablement, le contenu de ce rapport correspond plus ou moins à la vérité, mais ils ont voulu donner quelque chose à Kagame, quoi. En réalité, il n'y a rien à signaler, mais comme on veut reprendre avec le Rwanda, eh bien, on donne quelques cacahuètes à Kagame pour lui dire, Monsieur le Président, on a dit que la France avait quelques responsabilités quand même dans ce qui s'est passé au Rwanda, sans dire lesquelles en fait. Le fait pour la France d'être intervenue en 1990, c'est ça la responsabilité. Mais la France le fait tous les jours en Afrique. La France intervient partout parce qu'elle a des obligations, parce qu'elle a signé des accords. Parce que même aujourd'hui, à l'époque d'Emmanuel Macron, la France intervient dans certains pays. La France respecte les accords qu'elle signe avec les pays africains et autres. Donc ça, ce n'est pas un crime pour la France de Mitterrand de l'avoir fait. Sinon, tous les chefs d'État français seraient accusés de la même façon. Prenons par exemple, parlons de la Libye. La Libye, c'était sous Sarkozy. Franchement, vous pensez que pour la Libye, on peut parler d'erreur d'appréciation ou plutôt de faute grave? La Libye est toujours en guerre. Et la France n'a jamais demandé pardon à la Libye. Jamais. Elle ne le fera jamais. Alors que la France a bombardé la Libye, juste pour tuer et pour expulser Kadhafi. La France l'a fait.
La France est intervenue en Libye avec certainement une autre alliance internationale contre Kadhafi. Mais Kadhafi était un chef d'État légal, on n'est pas là pour le défendre, on est là surtout pour dire que de toute façon, la France interviendra toujours en Afrique chaque fois que certaines forces africaines le lui demanderont. Là, il y a eu mort d'un chef d'État, le président Kadhafi. Je n'étais pas fan de ce président, mais tout simplement, je veux dire que Sarkozy doit se rappeler que la France est intervenue en Libye pendant qu'il était chef d'État. La France est intervenue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, il y a des Ivoiriens qui accusent la France d'avoir bombardé et tué des civils. La France intervient au Mali. La France est intervenue à plusieurs reprises au Tchad. Là aussi, dans le cadre des accords qu'elle a signés avec certains pays africains. La France est intervenue à Djibouti. Elle a même des bases dans plusieurs pays africains. Eh bien, si on commence à remettre en cause l'intervention de la France au Rwanda en 1990, finalement, on se demandera pourquoi on stigmatise, pourquoi on met le cas du Rwanda à part. Pourquoi? Les Rwandais sont des êtres humains. Vous savez, le président Kagame, quand il s'agit du génocide et quand il s'agit de le rentabiliser, il le crie haut et fort et il exige, et voilà, et il cherche à rentabiliser le génocide, il dit que c'est quelque chose de spécial, que ce qui est étonnant, bon, même si ça ne regarde pas beaucoup la France, c'est qu'il se focalise sur certains pays et il en oublie d'autres, et qui n'en ont pas moins de responsabilité dans tout ça. Et c'est ça ce qui est curieux, et on se demande pourquoi la France se laisse faire, alors qu'elle sait aussi qu'elle n'est pas aussi diable, plus diable que les autres. De toute façon, elle respecte les accords conclus avec les États africains. Vous savez, en 1975, 16, 17, j'étais encore étudiant au Zaïre de l'époque, à Kinshasa, et j'ai vu comment les Français sont intervenus à Kolwezi. On les a vus, on les a applaudis d'ailleurs, pour certains. Ils sont arrivés comme c'était un peu comme l'opération turquoise, mais là, ils étaient combattants. Ils se battaient du côté de Mobutu. Parce que Mobutu avait fait appel au président de l'époque, Giscard. Eh bien, est-ce qu'aujourd'hui, on va juger Giscard, enfin, Dieu paie à son âme, est-ce qu'on va juger les anciens chefs d'État parce qu'ils ont laissé la France intervenir à Kolwezi? Je ne pense pas. Donc là, nous avons parlé de la Libye, nous avons parlé du Zaïre de Mobutu. Pourquoi la France n'a pas honte d'être intervenue à Kolwezi? Qu'on m'explique pourquoi intervenir au Rwanda pour l'application d'un accord de défense, de coopération militaire signé en 1975 par Giscard d'Estaing, pourquoi c'est un scandale d'intervenir quelques années plus tard pour le respect de cet accord? Parce que c'est le Rwanda? C'est simplement parce que celui qui a gagné la guerre, le président Kagame actuel, aurait souhaité écraser le Rwanda pendant quelques jours, un pays sans défense, lui qui était venu avec des armes que le Rwanda ne connaissait même pas, tirées de l'arsenal ougandais. Pourquoi on laisserait faire? Pourquoi on laisserait faire ces troupes venues d'Ouganda, dont on ne savait pas qui était derrière? De toute façon, il y avait des Rwandais, il y avait aussi des Ougandais, c'est connu aujourd'hui. Pourquoi on les aurait laissés prendre le Rwanda en quelques jours sans que la France ou les autres pays, d'ailleurs la France n'est pas intervenue seule, il y a aussi la Belgique. Il y a eu aussi la Belgique. Pourquoi le fait d'être venu au secours du Rwanda constitue un crime? C'est vrai que 4 années plus tard, il y a eu un génocide.
Mais ce génocide n'implique pas la France. C'est au moins acquis aujourd'hui. Et on veut donc aujourd'hui nous dire que le fait d'avoir arrêté cette incursion, le fait d'avoir conseillé aux Rwandais, fait pression même, je dirais, sur les Rwandais pour qu'ils négocient un accord de paix, le fait d'être ensuite intervenu en 1994, en juin, pour aider le Rwanda, sous la houlette des Nations Unies, le fait d'avoir sauvé des dizaines de milliers de Hutus, de Tutsis, de Twa et même d'étrangers qui étaient au Rwanda en cette période-là, sur une partie du territoire, que cela est un crime. Pendant que le FPR, j'aime le répéter, pendant la même période, le FPR ne voulait pas que les Nations Unies interviennent pour arrêter le génocide. Le FPR de Kagame. Et donc aujourd'hui, il reproche à la France d'avoir sauvé des Tutsis, d'être resté au Rwanda pendant 3 mois, et je dirais même d'avoir préparé le terrain pour le FPR. Si la France n'avait pas été, enfin la France, l'opération turquoise, n'avait pas été dans la zone Kibuye, Tchangougou, du Congo, on ne sait pas comment se seraient passées les choses. Ce qu'aurait fait le FPR s'il était arrivé là, devant ces populations sans défense, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles le Rwanda devrait remercier la France de son comportement pendant le génocide et même avant. La France, c'est elle qui a limité les forces du gouvernement qui était en place pour que ne prenne pas le dessus sur le FPR. Tout à fait. C'est connu. Le refus de fourniture des armes, les pressions concernant la bourre et tout ça. Je pense que la France ne voulait pas que le Rwanda prenne le dessus sur le FPR. Et ça, le FPR devrait au moins le reconnaître. C'est ce qui s'est passé en fait après la signature des accords de paix d'Arusha. Aussi bien le président Habyarimana que le président du FPR, M. Alexis Kanyarengwe, ont écrit à la France pour la remercier. Et après, pendant l'opération turquoise, le gouvernement aussi, c'est une période que j'ai bien connue, ne crachait pas sur la présence de turquoise. Pas du tout. Parce que ça a permis au FPR de se concentrer sur le territoire qu'il occupait déjà. Ça a permis au FPR de rendre visite aux populations de la zone turquoise, qu'on appelait la zone humanitaire la zone humanitaire sûre. Eh bien, je me rappelle que chaque fois que nous allions dans cette zone, ce sont les militaires de turquoise qui assuraient notre protection et notre sécurité. Et on ne crachait pas sur ça. La France avait épuré cette zone de toute présence d'Interahamwe et de tout danger par rapport à la sécurité des ministres ou des autres autorités rwandaises. Alors que si Turquoise n'y avait pas été, on ne sait pas ce qui se serait passé. Donc, c'est vraiment, comme vous le dites bien, c'est le Rwanda qui devrait remercier la France d'être intervenue. Permettre aux familles rwandaises rescapées du génocide, les familles rwandaises, Tutsis en particulier, rescapées, qui étaient dans le camp de Nyarushishi sous protection française, les populations qui ont été soignées, qui étaient blessées, qui n'avaient rien à manger, qui étaient malades, que la France a soigné, que Turquoise a soigné, permettre à ces populations de dire merci. De dire merci. Parce qu'on leur a demandé de ne plus jamais parler de Turquoise. Donc, plutôt que de demander que la France présente ses excuses ou demande pardon, c'est l'inverse. Vous avez bien fait de le signaler. Peut-être qu'on va terminer par là pour nous permettre de continuer les autres programmes. Oui, justement, je disais que notre émission va vers la fin. Mais je voudrais que, tout en clôturant, vous puissiez parler de la situation des opposants rwandais par rapport à la France. On sait que le président Kagame, vous en avez même parlé, quand il va en France,
il ne manque jamais l'occasion de presser la France, de juguler les opposants qui sont sur son territoire, en tout cas de faire pression sur son opposition sur le sol français. Et vous pensez que la France va continuer à lui prêter, disons, cette force de juguler les opposants qui sont sur son territoire? En fait, moi, j'éviterais même le terme opposant. Nous ne sommes pas des opposants, nous sommes des Français d'origine rwandaise pour la plupart, mais il y a aussi des Rwandais vivant en France qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Rwanda, qui dénoncent régulièrement les violations des droits de l'homme, par exemple. Et quand je dénonce le kidnapping de Paul Rusesabagina, je ne devrais pas être désigné comme opposant. Je devrais plutôt être traité comme un activiste des droits de l'homme. Quand je dénonce l'assassinat de Kizito Mihigo, je ne deviens pas opposant pour autant de ce fait. Il faut aussi qu'en France, on change de... mais c'est vrai que la presse française continue à nous bouder, parfois même à nous harceler, hein, une certaine presse, pas les autorités. Les autorités françaises respectent nos droits, notre liberté d'opinion. Ce qui pose problème, c'est une certaine presse, c'est certains groupes médiatiques, notamment la télévision, certaines radios internationales qui boudent, ceux qui ne répètent pas tout ce que dit Kagame, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord avec la doxa rwandaise, hein, comme vous le dites souvent, eh bien, cette presse ne nous prête pas oreille. Et il n'y a pas que nous, c'est tous ceux, par exemple les écrivains. On a souvent parlé de Charles Nona, on a parlé de Judy Revers, on a parlé de Feu Pierre Péan, on a parlé de beaucoup d'autres. Nous sommes dans la même barque, en fait. Ce n'est pas le gouvernement français qui fait cela. C'est des responsables et des dirigeants de groupes médiatiques qui sont sous l'influence du gouvernement rwandais ou alors qui travaillent carrément pour ce gouvernement ou qui sont, je dirais, sous la coupe de certaines ONG françaises. Je ne citerai pas les noms une fois encore, il y a des associations dont je ne vais pas parler, mais il y a des lobbies très très actifs en France. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'ils sont rémunérés pour faire le travail qu'ils font, mais en tout cas, eux, ces lobbies-là, ou les membres de ces organisations nous mènent la vie dure. Ils passent par tous les moyens. À part justement le fait de mener la vie dure à ces détracteurs du gouvernement de Kagame, est-ce que ces gens-là représentent une certaine dangerosité pour... Oui, ils sont très dangereux même sur le plan physique, même sur le plan de la sécurité physique des Rwandais. Ça représente un grand danger parce que c'est les mêmes qui nous suivent, qui essaient de savoir où nous habitons, qui essaient de contacter des membres de nos familles, ou alors des compatriotes dont ils savent qu'ils peuvent facilement parler. Tout ça, nous le savons. Mais les services français aussi, chargés de notre sécurité, le savent. Donc, on fait confiance. On fait confiance aussi à la justice française, à laquelle on n'hésite pas, on s'adresse à la justice française et on attend de voir comment elle va réagir parce que précisément lorsque vous êtes diffamé tous les jours, lorsque vous êtes harcelé presque physiquement, il en va de la responsabilité de la France, notamment de la justice française. Elle est devant ses responsabilités et doit se prononcer en conséquence. On ne peut pas être une monnaie d'échange pour la reprise des relations entre la France et le Rwanda. Nous avons des droits, nous savons quelles limites ne pas dépasser, ne pas franchir. À la France de faire son devoir. Je vous remercie. Voilà, nous clôturons notre émission ici, tout en vous remerciant, Monsieur l'ambassadeur d'Egimara Jean-Marie Vianney, en vous remerciant pour votre lumière sur les problèmes entre la relation franco-rwandaise et sur le séjour
de Kagame à Paris. La lumière, c'est beaucoup dire parce que nous parlons d'un événement qui n'a pas encore lieu. Donc, on pourra trouver de la spéculation dans ce que nous disons. Mais c'est une façon d'analyser a priori un événement déjà annoncé et nous avons le droit de réfléchir. J'ai parlé d'un séjour à venir et certainement que après ce séjour, vous allez encore nous aider à analyser quelles ont été plus d'éléments en fait. Les réalités pendant ce séjour. Tout à fait. Nous serons plus à l'aise aussi. Je vous remercie donc et je vous souhaite une excellente soirée chez vous, Monsieur l'ambassadeur Maïjima Jamalidia, et à la prochaine. Sur Radio Rumuri et je vous remercie beaucoup une nouvelle fois de m'avoir convié à cette soirée. Merci à vous. Merci, à la prochaine. Merci. Peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, on veut savoir qui a mis le feu. Au Rwanda, peut-on savoir la vérité? Le sang innocent répandu crie toujours vengeance. À qui le génocide rwandais a-t-il profité? Tôt ou tard, l'Afrique sera la vérité. Auteur ou complice, vous n'échapperez à la justice divine. Et ça, c'est sûr. Nous avons tout compris, tout babou. Vous avez divisé Hutu et Tutsi. Vous avez mis en péril la zone des Grands Lacs. Vous l'avez pillé, vous l'avez ruiné. Tôt ou tard, Inch'Allah, le sang de l'innocent va crier vengeance. Rwandais mon frère, Rwandaise ma soeur, un jour nouveau se lèvera pour toi. Dieu du fond du ciel essuiera tes larmes. Lui seul pourra soigner ton cœur blessé. Et sois certain qu'il rendra justice. Et moi Nico je dis, tôt ou tard, au Rwanda, l'Afrique saura ce qui s'est passé. Au Rwanda.